La pluie n'avait pas cessé de la journée. Et Henri Duval non plus. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, son parapluie encore ruisselant sur le parquet que son propre père avait posé, 40 ans plus tôt. Il a pointé un doigt vers moi, comme s'il désignait quelque chose de sale. « Tu n'es rien sans mon fils », a-t-il dit. « Rien du tout. Tu m'entends, Camille ? Demain, cette usine se souviendra de qui l'a vraiment bâtie. Et ce n'est pas toi. » Derrière lui, mon mari Julien n'a rien dit. Il ne disait jamais rien, dans ces moments-là. J'ai reposé ma tasse de café, très calmement. « Henri, ai-je répondu, sans élever la voix, vous devriez vous asseoir pour ça. » Il a ri. Ce même rire qu'il utilisait contre moi depuis 11 ans. Celui qui faisait baisser les yeux aux hommes les plus solides de cette entreprise. M'asseoir pourquoi ? J'ai fait glisser un dossier sur la longue table en bois. Pour la partie où je vous annonce, ai-je dit, que depuis 6 heures ce matin, je suis l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Et vous, Henri ? Vous n'avez plus votre place à cette table. Pour la première fois en 11 ans, Henri Duval n'a rien trouvé à dire. Si les histoires de justice silencieuse, de secrets de famille et de retournements inattendus vous tiennent en haleine, abonnez-vous dès maintenant, celle-ci ne fait que commencer. On ne devient pas propriétaire d'une entreprise du jour au lendemain. Jamais vraiment. Ce qui s'est passé dans cette salle de réunion avait, en réalité, commencé bien plus tôt. Dans un couloir d'hôpital à Lyon, avec la main d'un mourant serrée dans la mienne, et une promesse que je n'avais confiée à personne. Pour comprendre comment une femme que tout le monde appelait la femme de Julien s'est retrouvée à détenir les parts d'un véritable empire industriel, il faut remonter le temps. Bien avant le dossier. Bien avant la pluie. Il faut remonter au tout début. À l'époque où j'essayais simplement de me faire oublier assez pour survivre à Henri Duval sans savoir encore que cette discrétion serait, un jour, l'arme qu'il n'aurait jamais vu venir. Je m'appelle Camille Fontaine. Camille Duval, sur le papier, même si ce nom n'a jamais vraiment sonné juste dans ma bouche. J'ai rencontré Julien Duval à 26 ans, alors que je servais dans un bistrot près de la Pardieu pour payer mes études de comptabilité. Il était calme, réfléchi, avec une tristesse discrète dans le regard que j'ai trouvé plus sincère que le charme des hommes qui en font trop. Il ne m'a parlé de l'entreprise familiale, l'un des plus grands fabricants de machines textiles de la région, qu'à notre 3e rendez-vous. Et encore, il en a parlé comme on s'excuse. Mon père a construit quelque chose d'immense, m'a-t-il dit ce soir-là. Je ne sais juste pas si, moi, j'ai été fait pour le diriger. J'aurais dû écouter cette phrase avec plus d'attention. Elle expliquait déjà tout ce qui allait suivre. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une cérémonie simple où sa mère a pleuré tout du long et où son père a à peine fait acte de présence. Henri Duval avait transformé un modeste atelier de réparation de métiers à tisser en une entreprise de 300 employés, répartis sur 2 sites. Il l'avait fait, disait-il toujours, de ses propres mains. La vérité, je l'apprendrai bien plus tard, était nettement moins glorieuse. Il n'a jamais pardonné à Julien d'avoir épousé la serveuse. Il évitait même de prononcer mon prénom. Pendant 11 ans, j'ai été, elle, la femme ou, les bonjours, le problème de Julien. 2 ans après notre mariage, j'ai accepté un poste junior dans le service comptabilité de l'entreprise. Pas par ambition. Julien me l'avait demandé, un soir, à voix basse. Il faut bien que quelqu'un comprenne vraiment les comptes, m'avait-il dit. Ce ne sera pas moi. Il avait raison. Ce ne fut jamais lui. L'usine Duval Frères occupait une ancienne filature en briques rouges, à la lisière de Villeurbanne. De grandes fenêtres, une allure fière malgré les fissures qu'on devinait derrière la façade. À l'intérieur, 2 monnaies faisaient tourner l'entreprise, les machines. Et la peur. Henri présidait chaque réunion comme un roi sur son trône. Il félicitait fort. Il critiquait plus fort encore. Les ingénieurs qui osaient le contredire ne restaient jamais longtemps. Les fournisseurs trop exigeants voyaient leurs contrats mystérieusement retardés. Et chaque année, lors du dîner anniversaire de l'entreprise, il racontait la même histoire sur scène, celle d'un garçon pauvre de Villeurbanne, parti de rien, qui avait bâti un empire de ses seules mains. Il ne mentionnait jamais son frère, Marcel, pourtant cofondateur de l'entreprise, un frère qui avait fini par céder ses parts sous pression, peu avant de mourir. Il ne mentionnait jamais les 2 femmes, sa première épouse puis moi, qui tenaient les comptes pendant qu'il jouait au golf avec ses clients. Et il ne mentionnait certainement jamais qu'en 1988, les parts fondatrices, les parts avec droit de vote, celles qui décident réellement qui dirige l'entreprise, avaient été réparties en 3. Henri, Marcel. Et la fille de Marcel, placée sous fiducie, au cas où il arriverait malheur à son père. J'ai découvert l'existence de cette 3e part par pur hasard. Elle dormait dans un vieux registre d'actionnaires que je numérisais, un après-midi tranquille, 7 ans après mon mariage. Un nom que je ne connaissais pas, Fontaine. Le nom de jeune fille de ma mère.
Ma mère, il s'est avéré, était la fille de Marcel Duval. Mon père, lui, n'en avait jamais rien su. Elle avait quitté la maison à 19 ans après une rupture violente avec Henri, changé de nom, et n'avait plus jamais reparlé de cette famille. Elle est morte quand j'avais 22 ans, bien avant que je ne rencontre Julien, bien avant qu'aucun de nous deux ne sache que nos deux familles n'en formaient qu'une seule depuis le début. Je n'avais pas épousé les Duval. J'y étais retournée, sans le savoir. Je n'en ai parlé à personne. Pas même à Julien. Encore aujourd'hui, je ne saurais pas dire pourquoi exactement. Une sorte d'instinct, calme et patient, presque animal, me soufflait qu'une telle découverte n'avait de valeur que tant qu'elle restait secrète. Alors je l'ai classée littéralement dans un coffre en banque, de l'autre côté de la ville. Et j'ai continué. À travailler. À sourire aux remarques d'Henri. À rester la femme. Tout serait peut-être resté enfoui si Marcel, en un sens, ne m'avait pas rattrapé 3 ans plus tard. Pas Marcel Duval lui-même, il était mort depuis des décennies. Mais son avocat, un homme âgé du nom d'Étienne Rocher, m'a appelé un mardi après-midi. Il voulait savoir si j'étais consciente d'être l'unique descendante vivante de Marcel Duval. Et si je comprenais ce que cela signifiait pour une fiducie qui accumulait tranquillement des dividendes intacts, non réclamés, parfaitement légales depuis plus de 30 ans. Je l'ai rencontré 2 jours plus tard, dans son bureau. Il a fait glisser un document vers moi, presque de la même façon que je ferais glisser le mien, bien plus tard, sur la table du conseil d'administration. Les parts de votre grand-père n'ont jamais été dissoutes, m'a-t-il dit. Henri fonctionne depuis 30 ans comme si elles n'existaient pas. Il pensait qu'aucun héritier ne se manifesterait jamais. Il s'est trompé. J'ai fixé le nombre de parts, puis les droits de vote qui y étaient rattachés. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça, ai-je demandé. Rocher a croisé les mains. Cela dépend, a-t-il dit, si vous êtes du genre à vouloir vous venger. Ou du genre à vouloir que la vérité compte, enfin. Je lui ai répondu que je ne savais pas encore. Il a souri comme s'il connaissait déjà la réponse. Je n'ai rien fait. Pas tout de suite. Pendant des mois, j'ai observé. Avec la prudence de quelqu'un qui surveille une maison dont il n'est pas sûr qu'elle tienne encore debout. J'ai vu Henri déplacer discrètement des fonds avant chaque audit trimestriel. J'ai vu l'appartement genevois de sa maîtresse classé en frais de relations clients. J'ai vu les cotisations retraite des ouvriers réduites 2 années de suite, pendant qu'ils s'accordaient, le même trimestre, une prime de fidélité. Et je l'ai vu faire à Julien exactement ce qu'il lui faisait depuis toujours. Le présenter publiquement comme l'héritier de la lignée Duval, tout en confiant en privé, aux clients, aux fournisseurs, même à certains membres du conseil, que Julien n'avait pas l'étoffe, que le véritable cerveau de ce couple était gâché chez une femme qui aurait dû rester serveuse. Il a prononcé cette dernière phrase devant moi, une fois, lors du dîner de Noël de l'entreprise, en sachant parfaitement que je n'oserais pas répondre. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je suis rentrée. J'ai sorti le dossier du coffre, et je l'ai relu à la lumière d'une lampe, pendant que Julien dormait à côté de moi, épuisé d'avoir, une fois de plus, essayé d'être le fils que son père ne serait jamais fier d'avoir. Je n'avais toujours pas décidé quoi faire. Et puis Henri a fini par décider à ma place. C'était un jeudi de mars. Je m'en souviens parce que c'était l'anniversaire de mon père, et j'avais passé la journée silencieuse, en pensant à lui. Henri a convoqué une réunion d'urgence. Pas avec moi. Avec Julien, et 2 administrateurs que je connaissais à peine, dans une salle où je n'avais pas été invitée. Je ne l'ai su que le soir, en voyant Julien rentrer avec le visage de quelqu'un qui vient de se briser, une fois pour toutes. Il restructure mon poste, a-t-il dit, assis à la table de la cuisine, sans même retirer son manteau. Un rôle consultatif, plus aucune autorité opérationnelle. Effectif dès le prochain trimestre. Pourquoi ? Julien a eu un rire qui n'en était pas vraiment un. Il a dit que j'avais prouvé, en 11 ans, que le leadership sautait parfois une génération. Il a levé les yeux vers moi. Il fait venir le fils de son partenaire de golf pour diriger les opérations. Un inconnu, Camille. Il préfère confier l'entreprise à un inconnu plutôt qu'à moi. Je me suis assise en face de lui. Mes mains tremblaient. Pas de surprise. Qu'est-ce que tu as répondu, ai-je demandé. Qu'est-ce que je pouvais répondre ? C'est son entreprise. Non, ai-je pensé. Elle ne l'a jamais été, pas entièrement. J'ai failli tout lui dire, ce soir-là. Les mots étaient prêts. Mais j'ai regardé mon mari, un homme qui avait passé 11 ans à croire qu'il n'était simplement pas assez bien, sans jamais savoir que la vérité dormait dans un dossier à 3 kilomètres de là, et j'ai fait un autre choix. Henri Duval ne méritait plus seulement d'être arrêté. Il méritait d'être démasqué. Publiquement. Sans le moindre doute possible. Dans la seule pièce où il n'aurait jamais imaginé perdre le contrôle. Le lendemain matin, j'ai appelé Étienne Rocher.
Je veux activer la fiducie, lui ai-je dit. Entièrement. Vous savez ce que cela implique, a-t-il répondu. À l'instant où vous ferez ça, Henri saura tout. Il n'existe aucune version discrète de cette histoire, Camille. Je ne veux pas d'une version discrète, ai-je dit. Je veux la version juste. Il a fallu 4 mois pour tout préparer correctement. Démêler 30 années de paperasse volontairement confuse. Comparer les déclarations d'actionnaires falsifiées d'Henri avec les documents originaux de 1988. Obtenir, discrètement, le soutien de 2 actionnaires minoritaires qui, eux aussi, avaient une longue liste de griefs contre Henri. Le vrai retournement n'était pas que je détenais ses parts. Quelque part, au fond de lui, Henri devait s'en douter, sinon, pourquoi aurait-il pris soin, pendant 30 ans, d'effacer toute trace de cette fiducie des registres de l'entreprise? Le vrai retournement était plus discret, plus glacial. Je ne l'ai découvert que dans la dernière semaine de préparation, en parcourant les lettres personnelles de Marcel, dans le bureau de Rocher. Mon grand-père n'était pas mort d'une crise cardiaque, comme la famille l'avait toujours raconté. Il était mort 3 semaines après avoir cédé le contrôle opérationnel de l'entreprise à son frère sous ce que ses lettres décrivaient, d'une écriture prudente et manifestement effrayée, comme une pression considérable concernant certaines irrégularités qu'Henri ne souhaitait voir examinées. Le stress, avait noté son médecin dans un mot glissé dans le même dossier, avait très probablement déclenché l'attaque cérébrale qui l'avait emporté. Henri n'avait pas seulement volé une entreprise à son associé. Il avait peut-être, en le faisant, contribué à sa mort. Je suis restée longtemps assise dans ce bureau après avoir lu cette lettre. Quelque chose, en moi, venait de basculer définitivement d'un ressentiment silencieux vers quelque chose d'infiniment plus lourd. J'ai transmis l'ensemble du dossier à Rocher, puis à une experte comptable judiciaire en qui il avait toute confiance, Delphine Aubert. Ce qu'elle a découvert, dans les semaines qui ont suivi, dépassait de très loin un simple héritage volé. Henri tenait 2 comptabilités depuis près de 10 ans. L'une pour l'administration fiscale. L'autre, qui reflétait la réalité des flux financiers de l'entreprise. Des factures fournisseurs gonflées, redirigées vers un compte écran à son nom. Des rapports d'inspection sur les machines les plus anciennes, discrètement modifiés après 2 incidents mineurs sur la chaîne de production, des incidents qui avaient, en réalité, laissé un ouvrier définitivement privé de l'usage de sa main gauche. Un dédommagement versé en silence, hors comptabilité officielle, accompagné d'un accord de confidentialité que l'avocat d'Henri avait pratiquement forcé cet homme à signer depuis son lit d'hôpital. Delphine a fait glisser son rapport final vers moi, de cette manière si particulière dont on pose les choses lourdes sur une table sans un mot de trop. Ce n'est plus une simple affaire de famille, Camille, a-t-elle dit. C'est de la fraude. De la négligence. Peut-être pire encore. Si cela arrive devant un tribunal, Henri Duval ne perdra pas seulement une entreprise. J'ai pensé à cet ouvrier blessé. J'ai pensé à l'écriture tremblante de mon grand-père. J'ai pensé à Julien, qui ne savait toujours rien, assis dans ce rôle consultatif que son père avait inventé pour l'humilier, une réunion après l'autre. Tant mieux, ai-je répondu. Alors faisons en sorte que ça arrive dans la bonne salle. La veille du conseil d'administration, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée dans la cuisine, à 2 heures du matin, les documents de Rocher étalés devant moi. Pour la première fois depuis la découverte de ce registre, 7 ans plus tôt, j'ai enfin mesuré l'ampleur de ce que j'étais sur le point de faire. Si le vote échouait, si un seul actionnaire choisissait la loyauté, la peur, ou simplement l'incrédulité, tout serait exposé, pour rien. Henri saurait exactement ce que je détenais. Comment je l'avais obtenu. Et depuis combien de temps je le lui avais caché. Julien, lui, apprendrait de la pire façon possible que sa femme détenait la vérité sur sa propre famille depuis des années, sans jamais lui en avoir parlé. Et ça, c'était pire que tout le reste, je n'avais encore rien dit à Julien. À 4 heures du matin, incapable d'attendre plus longtemps, je l'ai réveillé. Il s'est redressé, inquiet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai posé le dossier sur ses genoux. J'ai besoin que tu lises tout ça avant 6 heures, lui ai-je dit. Absolument tout. Et ensuite, j'ai besoin que tu décides si tu veux encore être assis à côté de moi, à cette table, ce matin. Parce qu'après aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant, dans cette famille. J'ai regardé le visage de mon mari changer, page après page, exactement comme le mien avait dû changer. 7 ans plus tôt, dans ces archives poussiéreuses. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis le chagrin, en arrivant aux lettres concernant son oncle. Et enfin, quelque chose que je n'avais pas vu dans ses yeux depuis très longtemps. De la détermination. Il a fait ça à ma famille, a dit Julien doucement, en refermant le dossier, et il a fait ça à la tienne. Et il passe son temps à me répéter, depuis 11 ans, que je n'ai pas l'étoffe. Il a levé les yeux vers moi. Camille. Quoi qu'il arrive dans cette salle aujourd'hui,
Je ne serai pas assis à côté de toi. Je serai debout, avec toi. À 6 heures, les documents transférant les parts avec droit de vote de la fiducie à mon nom étaient finalisés. À 7 heures, Rocher avait informé le conseil qu'une motion d'actionnaire serait soumise. À 9 heures, Henri Duval est entré dans la salle de réunion, parapluie à la main, avec la même assurance que d'habitude sans savoir que le sol, sous ses 40 années de pouvoir, venait déjà de se dérober. Il n'a pas voulu s'asseoir tout de suite, même après que je le lui ai demandé. « Tu bluffes » a-t-il dit. Mais sa voix, déjà, sonnait plus fine que d'ordinaire. Cette fois, j'ai ouvert le dossier en entier. Pas seulement le résumé des parts. Tout ce qu'il y avait derrière. Les papiers de constitution de 1988. La fiducie de mon grand-père. Le rapport de Delphine. Les documents du dédommagement de l'ouvrier. Et la dernière lettre de mon grand-père, celle qui parlait de pression considérable. J'ai posé chaque document, l'un après l'autre, comme on abat des cartes dans un jeu où quelqu'un s'était cru. Pendant 30 ans, le seul joueur. Les parts de Marcel Duval n'ont jamais été légalement annulées, ai-je dit. Elles sont passées à sa fille, ma mère, puis à moi. Depuis 6 heures ce matin, avec le soutien de 2 actionnaires minoritaires, je détiens 61% des droits de vote de cette entreprise. Le visage d'Henri avait pris la couleur de la pluie, dehors. A-t-il dit, tu n'as aucune idée de ce que tu fais à cette famille. J'en ai une idée très précise, ai-je répondu. J'y pense depuis 7 ans. Vous avez eu 30 ans pour vous préparer à ce que ça revienne un jour. Les 2 administrateurs qui l'avaient amené ne regardaient plus Henri. Ils regardaient le rapport de Delphine. L'accord de dédommagement. Le nom de cet ouvrier, un homme que plusieurs d'entre eux connaissaient personnellement depuis plus de 10 ans. Je me suis tourné vers le conseil. La motion est simple, ai-je annoncé. Révocation immédiate d'Henri Duval de son poste de directeur général, dans l'attente d'un audit indépendant complet et du signalement des manquements à la sécurité aux autorités compétentes. Nomination de Julien Duval au poste de directeur général par intérim, avec pleine autorité opérationnelle, effective immédiatement. Henri a regardé son fils. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Tu ferais ça, a-t-il dit, à ton propre père. La voix de Julien n'a pas tremblé. Vous l'avez fait à votre propre frère, en premier, a-t-il répondu. Je viens juste de l'apprendre. Le vote a duré moins de 4 minutes. Il a été unanime. Henri n'a pas discuté quand la sécurité l'a raccompagné à sa voiture, cet après-midi-là. Il ne s'est pas excusé non plus. J'ai appris, avec le temps, que certains hommes préfèrent perdre absolument tout plutôt que d'admettre avoir eu tort, ne serait-ce qu'une fois. Les mois qui ont suivi n'ont rien eu de triomphant. Ils ont été plus silencieux que ça. Plus lourds, aussi, mais d'une autre façon. L'audit indépendant a confirmé tout ce que Delphine avait trouvé et a mis au jour bien d'autres choses encore. L'ouvrier blessé a reçu un dédommagement qui, cette fois, reflétait réellement ce qu'il avait perdu, accompagné d'excuses publiques que l'entreprise lui devait depuis 6 ans. Des sanctions administratives ont suivi. Et, plus tard, un signalement pénal, mais cette partie de l'histoire, et la façon dont elle se terminera, appartient désormais à la justice. Pas à moi. Julien a reconstruit ce qu'il pouvait de la culture de l'entreprise, lentement, comme on reconstruit quelque chose qui n'a jamais été pourri à la racine, seulement empoisonné depuis le sommet. Il s'en est montré meilleur que nous ne l'aurions imaginé, tous les deux. Peut-être qu'il l'avait toujours été. Peut-être qu'on ne lui en avait simplement jamais laissé l'occasion. Je suis resté à la direction financière. Pas parce que j'en avais besoin. Mais parce que, pour la première fois en 11 ans, je comprenais enfin exactement ce que j'avais bâti là-bas et ce que ça m'avait coûté de le protéger. Henri a envoyé une seule lettre, 8 mois plus tard. Pas des excuses. 3 lignes, simplement, me demandant si, un jour, je raconterais à ses petits-enfants qu'il avait, lui aussi, construit quelque chose avant que tout ne s'effondre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai fait, des mois plus tard, je lui ai dit la vérité. Parce que j'avais fini par comprendre que la vérité était, au fond, le seul véritable héritage qui vaille la peine d'être transmis. Que ses petits-enfants sauraient exactement ce qu'il avait construit le meilleur, comme le pire, et qu'ils décideraient eux-mêmes, un jour, quel héritage ils voulaient vraiment porter. Et que ça, lui ai-je écrit, c'était déjà plus qu'il n'avait jamais offert à qui que ce soit d'autre. On me demande parfois si je regrette d'avoir attendu 7 ans avant d'ouvrir ce dossier. Je ne regrette rien. Parce que certaines vérités ne se précipitent pas. Elles se protègent. Patiemment. Silencieusement. Jusqu'au moment exact où plus personne ne peut les nier. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, ce matin-là, debout dans cette salle de réunion, sous la pluie, face à un homme qui avait passé sa vie entière à croire que je n'étais rien sans son fils, c'est que la personne la plus silencieuse d'une pièce est souvent celle qui, depuis le début,
porter la vérité tout entière. Astérisque, merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, il y en a d'autres qui vous attendent sur cette chaîne, des histoires de silence, de patience, et de vérité qui finissent toujours, tôt ou tard, par remonter à la surface. Astérisque.